Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer cette série de réponses à vos questions et j'ai reçu une question hyper intéressante qui va vous intéresser. C'est une question de Valentin qui suit régulièrement la chaîne, qui est chasseur d'images, je crois, dans les commentaires sous les vidéos YouTube. Et avant de commencer, vous en avez l'habitude, ou peut-être pas si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à suivre ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage, où je recense, on va dire, mes meilleurs conseils à partir des erreurs que j'ai pu faire durant toutes ces années, à savoir que j'attaque ma 20e année d'entraînement, donc le temps passe quand même assez vite. Donc les erreurs que j'ai pu faire, les erreurs que j'ai vu faire et que je vois malheureusement encore faites, et à partir de là, je vous distille entre guillemets mes solutions, ce que j'ai mis en place et ce que je vous conseille de faire afin justement d'éviter de perdre le temps que j'ai perdu, que vous perdez peut-être actuellement, et ou de vous blesser, étant donné que j'ai eu aussi pas mal de blessures tout au long de ces années. Maintenant, je croise les doigts, j'espère presque bien tout faire, mais comme vous le savez, on ne fait jamais tout bien, il y a toujours des choses à améliorer. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Donc Valentin, il a une question concernant son entraînement du dos, mais qui peut s'exporter à tous nos autres muscles. En effet, il a du mal à utiliser les muscles de son dos, il faisait tout avec les bras, quand il faisait des tirages verticaux ou des tirages horizontaux. Donc que ce soit des tractions ou des exercices de rowing, dit plus simplement. Et donc, il a revu ses charges à la baisse, et là, il fait du tirage vertical à la poulie avec 40 kg, et donc il s'applique vraiment à bouger l'épaule, donc vraiment à abaisser l'épaule quand il tire, afin d'engager véritablement son grand dorsal, son grand rond, de tirer avec le dos au lieu des bras. Il faut savoir que l'entraînement du dos, on l'a vu dans plein de vidéos où j'essaie de montrer ce mouvement d'épaule, et je vais y revenir un peu aujourd'hui en détail. C'est ce qu'il y a de plus important avant de faire la flexion du coude. Avant de fléchir les bras, il faut d'abord bouger l'épaule. Si on ne bouge pas l'épaule et qu'on fait qu'un mouvement de bras, ça s'appelle un mouvement de bras. Donc ça s'appelle un curl. Sauf que comme on le bouge un peu dans cet axe-là, ou comme ça, il y a aussi la longue portion du triceps qui intervient. Enfin bref. Donc là, avec 40 kg, forcément, il sent super bien son dos. Il dit, bah, c'est génial, j'apprends à utiliser mon dos. Mais il se pose deux questions qui sont tout à fait légitimes. La première, c'est quand il va augmenter les poids, forcément, il va perdre en sensation. Il va moins pouvoir se concentrer sur ses muscles faibles, entre guillemets, qui sont peut-être un point faible chez lui, le grand dorsal. Donc, ce qui donne le V, notamment la portion externe du grand dorsal. Et d'autre part, il se pose la deuxième question qui est, est-ce que je dois moins me concentrer sur mes sensations au fur et à mesure que je progresse? Dans quel sens les sensations sont importantes? Il a d'autres questions que je vais aborder juste après. Mais ces deux premières questions, elles sont hyper intéressantes. Parce qu'en effet, lorsqu'on est un pratiquant de musculation naturelle, qu'on cherche à progresser, on sait, pour résumer simplement, que ce qui fait prendre du muscle, c'est d'augmenter les poids régulièrement dans une fourchette de répétitions suffisante, donc de ne pas faire des séries trop courtes, ni des séries vraiment très longues. Sur des tirages verticaux, la bonne moyenne, pour moi d'expérience, entre 10 et 20 répétitions, comme ce qu'on a mis dans l'application SP Training, qui d'ailleurs va recevoir une très grosse mise à jour dans quelques jours sur Android. Sur iOS, ça prend un peu plus de temps parce que c'est compliqué. C'est plus compliqué, en tout cas, c'est pas la même limonade. Donc entre 10 et 20 répétitions, et donc de faire en même temps un volume suffisant de travail sur l'exercice et sur les autres exercices pour le dos, pour prendre globalement du dos. Donc ça, voilà, c'est ce qu'il faut faire quand on est naturel. En ce sens, les sensations, on passe un peu outre quand on reste, on va dire, de manière rationnelle, quand on réfléchit de manière rationnelle à l'entraînement. Et donc, à partir de là, à quoi servent les sensations? Les sensations, ça sert à être un feedback de ce qu'on est en train de travailler. Maintenant, le problème des sensations, c'est qu'elles sont hyper subjectives, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on ait mal dormi et puis on va moins bien avoir moins de sensations, moins bien sentir ses muscles. Et à l'inverse, si on a mangé comme un goré la veille, on va avoir l'impression d'exploser. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi, ça me l'a souvent fait. Si on mange beaucoup, la veille de son entraînement, le lendemain, on est peut-être plus fort, mais surtout on va congestionner beaucoup plus parce qu'on a plus de réserves de glycogène. On a nos muscles qui sont plus saturés d'énergie, on va dire. Et donc on gonfle à fond, et on peut dire qu'on a fait une super séance, alors que ça se trouve la congestion nous a paralysés et on n'a pas pu aller à la fin de son entraînement et remplir tous ses objectifs. Donc je vais dans un cas extrême, moi ça m'est déjà arrivé, et de source sûre, c'est déjà arrivé à de nombreux professionnels du bodybuilding. Mais pour d'autres raisons sans doute. Donc, les sensations, au premier abord, c'est pas ce qui est le plus important. Maintenant, on sait que si un muscle qu'on est en train de travailler, dans une optique de prise de muscle, ne congestionne pas, où on n'a aucune sensation, en règle générale, c'est qu'on n'est pas vraiment en train de le travailler.
Et donc dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on fait qui est peut-être pas bien. Donc on va reprendre l'exemple de Valentin. S'il faisait du tirage vertical à 80 kg et qu'il sentait, et son dos ne congestionnait pas du tout, il n'y avait que ses bras qui congestionnaient, il sentait que ses bras, il y a de fortes probabilités qu'en fait, il faisait rien pour développer son dos et il faisait surtout les bras. Maintenant, il existe justement un compromis un peu entre les deux, qui est justement, les sensations arrivent un peu comme par magie en faisant ça, c'est de toujours se concentrer sur ce mouvement d'épaule. Ce mouvement d'épaule qui est d'abaisser l'épaule sur les tirages verticaux. Donc on commence par abaisser, ou on fait ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on dit ça, mais on tire l'omoplate en arrière, on tire l'épaule en arrière, et donc là on va activer tout de suite les muscles de dos. Si on fait ça, eh ben, on est toujours sûr d'utiliser le grand dorsal. Alors, est-ce qu'on perd en sensation quand on met plus lourd? Oui, on perd en sensation parce que forcément on peut moins se concentrer dessus. Comme vous le savez, c'est une règle un peu dans l'apprentissage moteur, c'est que la réflexion empêche l'action. Si on se met à réfléchir, ben, on est moins bon dans l'action, tout simplement. Et que donc, ce qui est important, encore une fois, pour ne pas accorder trop d'importance à cette congestion, à ces sensations, c'est de toujours faire le bon mouvement. C'est la technique. La technique. Moi, pendant de nombreuses années, je faisais justement des tractions n'importe comment, où je cherchais la performance à tout prix. Quand j'avais 16, 17, 18 ans, et je croyais que j'étais pas fait pour le dos. Mais en fait, c'est juste que je faisais n'importe quoi. Je tirais tout avec les bras. Et quand j'ai commencé à travailler véritablement le dos, en faisant ce mouvement d'épaule pour amorcer le geste, et ben mon dos s'est développé. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit un point faible, étant donné en plus que j'ai les dorsaux qui sont assez longs, qui s'attachent bien de manière oblique sur le l'humérus et qui vont assez bas dans le dos, presque jusqu'à mon bassin. Donc, Valentin, la première des réponses que j'ai à te donner sur ces premières questions et qui peut vous concerner, c'est que la technique d'exécution, elle est primordiale lorsqu'on souhaite travailler un muscle. Maintenant, le problème aussi, c'est que à trop rechercher la sensation, à trop rechercher la technique parfaite, comme on en parlait justement dans ce magnifique livre, le guide de la musculation au naturel, qui est disponible un peu partout d'ailleurs, et bien, ce qui se passe, c'est que si on chipote tout le temps, en fait, on ne va jamais augmenter les charges, on va toujours se concentrer sur la sensation, la congestion, et donc notre progression en tant que pratiquant naturel va être limitée. C'est pas comme si on prenait des produits dopants où tous les signaux sont un peu amplifiés. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne avec des interviews qui étaient assez peur, mais où tout est démultiplié, où l'entraînement à la congestion va déclencher de la croissance musculaire, alors que naturellement, c'est très rare que ça suffise, sauf pour des personnes très douées. Donc, il faut accepter, entre guillemets, de sacrifier un peu de sensation et de congestion pour la progression, tout en ayant toujours la bonne technique. La dernière fois, il y avait un copain qui me voyait m'entraîner à la salle, donc ça fait un petit moment, malheureusement, et donc il voyait m'entraîner, et il me dit, c'est marrant, mais quand tu forces, on voit que tu utilises toujours tes muscles. Et ça, c'est quelque chose dont on parle rarement, mais en fait, pour moi, c'est assez logique, c'est que lorsqu'on souhaite développer un muscle, eh ben, il faut utiliser ce muscle-là. Et on voit plein de problèmes comme ça qui peuvent arriver, parce que la charge qu'on utilise, la vitesse d'exécution, le nombre de répétitions, les temps de récupération qu'on utilise, la façon dont on exécute l'exercice, sont tout autant de facteurs qui vont modifier le recrutement musculaire. C'est pourquoi les analyses, ce qu'on appelle EMG, j'aime pas du tout parce que ça peut énormément varier, mais vraiment varier. Il suffit même que vous mettiez un petit coup d'électrostimulation sur un muscle qui doit intervenir dans un exercice, mais qui n'est pas principal avant la série, et d'un coup, ça va être le muscle principal, celui que vous allez ressentir à fond. Donc, comme quoi, on peut vraiment modifier le recrutement musculaire. Mais en tant que pratiquant naturel, il faut accepter de sacrifier un peu de congestion et sensation pour la progression, tout en ayant en tête, là notamment pour le dos, de garder, d'utiliser un peu, on va dire, les épaules. À partir de là, Valentin demande, est-ce que c'est... il a constaté, du moins certains lui ont dit que certaines personnes avaient plus ou moins de mobilité d'omoplate, que certains pouvaient plus tirer leurs épaules en arrière, plus aller chercher devant, donc plus vous allez aller chercher devant, plus vous allez pouvoir étirer le grand dorsal, les trapèzes moyens, etc. sur les rowing, et plus vous allez le faire sur les tirages verticaux, plus ça va étirer, notamment si vous êtes en prise large, la portion externe du grand dorsal. Donc si vous voulez devenir large, c'est important. Après, le fait de tendre le bras plus ou moins, ça va dépendre de la charge et de votre morphoanatomie. Je rappelle que s'il y en a qui sont intéressés d'en savoir plus sur la morphoanatomie, j'ai fait 2 supports pour aller plus loin sur le sujet, le tome 1 de la méthode Superphysique ainsi que le tome 2 avec des vidéos d'analyse. Le tome 1, c'est plein de photos où je montre ce qui est long, ce qui est court
d'après mon expérience, que j'ai fait des centaines et des centaines d'analyses au fil des années, et c'est d'ailleurs un service que je propose toujours sur mon site. Donc tiens, qui souhaite aller plus loin sur le sujet, je vous renvoie à ça. Comme d'habitude, je mets tous les liens pour aller plus loin avec moi dans la description de cette vidéo, donc directement dessous. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, il disait, il y a des différences effectivement en termes de mobilité d'omoplate entre les individus. Souvent, ce qui se passe, c'est que certains vont utiliser ces différences de mobilité comme des excuses, comme des prétextes pour dire bah, moi je ne peux pas, donc je n'aurai pas. C'est un peu comme la morphoanatomie, c'est pour ça que j'en parlais. Certains vont dire voilà, moi j'ai les bras longs, donc je ne peux pas être fort au développé couché. Et on a plein de contre-exemples de personnes, même si ce n'est pas l'idéal évidemment, personnes qui sont fortes au développé couché. Dans le sens où je pense, d'après mon expérience, après avoir entraîné encore une fois des milliers de personnes, avoir fait plein d'analyses morpho-anatomiques, que ce soit à distance, mais surtout en réel au Super Physique Gym, via les coachings premium que je propose, où je vous analyse à fond, où je vous plotte dans tous les sens, entre guillemets, pour voir comment ça bouge, qu'est-ce qui coince, etc. Mais je peux dire que la mobilité, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se développe. Et là, dans le cas de l'entraînement du dos, la mobilité, entre guillemets, de l'omoplate, eh ben, elle doit être importante. On doit pouvoir élever l'omoplate, donc c'est un shrug, on doit pouvoir avancer l'épaule. Donc tout simplement, ça, ce qui fait ça, donc quand on hausse, bah, c'est le trapèze supérieur. Quand on avance l'épaule, c'est le grand dentelé. Quand on tire l'épaule en arrière, c'est le grand dorsal, le trapèze moyen, etc. Et on doit pouvoir abaisser l'épaule. Donc on va abaisser, et ça, j'en ai beaucoup parlé dans la formation super épaule, et ainsi que dans la formation super dos, justement, où je montre plein d'exercices pour avoir cette mobilité d'omoplate, qui est importante, sinon on ne peut pas avoir de dos. Et ben, qui fait, donc quand on abaisse, c'est le trapèze inférieur qui est hyper important, parce que sinon on est toujours comme ça. Donc, là où je veux en venir, c'est que la mobilité, notre façon de bouger, notre capacité à bouger, c'est un peu le reflet de nos habitudes. Si on est tout le temps assis, tout le temps comme ça, bah forcément, pour faire ça, ça va être compliqué. En ce sens, de mon expérience encore une fois, si on travaille sa mobilité, dans 90% des cas, on va pouvoir bouger correctement ses omoplates. Effectivement, il y a des extrêmes, il y a toujours des exceptions, c'est sûr. Des personnes qui vont pouvoir vraiment aller chercher très très loin devant. Moi, c'est mon cas, je peux vraiment aller chercher très loin devant et vraiment rétracter à fond. Et d'autres qui ne vont pas pouvoir le faire, du moins de manière moins importante. Mais pour moi, c'est souvent des excuses parce que la mobilité, c'est quelque chose que beaucoup ne travaillent pas. Et comme je viens d'expliquer, la mobilité, en fait, c'est qu'une question de muscle. En fait, c'est si on fait de la musculation de manière intelligente, en travaillant bien, je vais pas dire l'essentiel de ses muscles, mais de nombreux muscles, on va dire, et ben en fait, on a une omoplate qui bouge. On a une omoplate qui bouge tout simplement. Ça peut être aussi, elle peut être aussi travailler cette mobilité de manière générale par des mobilisations articulaires. On en a souvent parlé sur Superphysique dans les Superphysique podcasts. D'ailleurs, mon associé Fabrice, on a fait un énorme chapitre dans son livre Musculation avec Halter, où il montre toutes les mobilisations articulaires qu'il fait avant l'entraînement. Moi, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, notamment dans la formation Superphysique, que ce soit pour l'échauffement ou même en dehors de l'entraînement, parce que c'est hyper important. Ce que notre corps n'aime pas, c'est l'immobilité. Et en fait, Valentin, et pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, moins on bouge, moins on est capable de bouger, et plus on va se faire mal facilement, et moins on va avoir de facilité à développer nos muscles. C'est pour ça qu'il faut avoir une mobilité, comme on disait, une capacité de bouger supérieure à ce qu'on veut faire. Il faut avoir plus de possibilités que le mouvement ne l'exige. Parce que sinon, si on sort de sa possibilité, eh ben, on se blesse hyper facilement et donc adios les muscles. Et comme vous le savez, c'est celui qui ne se blesse pas qui va le plus loin en général. J'en ai vu plein sur les forums au fil des années qui avaient plus de potentiel que moi, qui étaient meilleurs en fait, qui étaient beaucoup plus musclés et en fait qui se sont blessés et qui ont fini par arrêter parce qu'ils ne trouvaient pas de solution. Et la solution, c'est toujours de bouger. Et ce que notre corps n'aime pas, c'est l'immobilité. Donc plus tu es immobile, plus tu deviens immobile, moins tu bouges. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser tous les jours, qu'on s'entraîne ou pas. Donc faire par exemple des rotations d'épaule, des rotations de cou, des rotations de hanches, etc. C'est pas le sujet de la vidéo, je suis pas encore assez expert sur le sujet. En ce moment, je me forme pas mal sur le sujet. Donc on en parlera peut-être plus en détail un jour si ça intéresse. Mais voilà, en fait, oui, il y a des différences, mais les différences en termes de mobilité au niveau des omoplates, elles sont pas si importantes que ça. Et si quelqu'un te dit si, c'est qu'il n'a pas tripoté plein de personnes, entre guillemets, comme j'ai pu le faire. Et voilà, c'est juste des excuses, mais tout le monde par exemple, peut sortir la cage au coucher. C'est des choses qui s'entraînent. Tout à l'heure, je disais que quand j'ai commencé la muscu dans mes premières années, du moins dans les 4-5 premières années, et je prenais pas de dos, etc. Ben ouais, parce qu'en fait, je bougeais pas mes omoplates. Et en fait, c'est quelque chose, quand j'ai commencé à comprendre, à faire justement de l'anatomie,
et que j'ai vu comment fonctionnaient les muscles par rapport au sens des fibres, les attaches, les insertions et les terminaisons, j'ai compris qu'il fallait bouger l'épaule. Et aujourd'hui, maintenant, on peut voir, si vous regardez mes vidéos d'entraînement que j'ai fait maintenant il y a un petit moment, que mon épaule elle bouge super bien quand je fais le dos, et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et la mobilité, donc, c'est seulement le reflet de nos habitudes. Donc, si on est immobile à un moment, il ne faut pas hésiter, toutes les 45 minutes à 1 heure, à se lever, à bouger un peu dans tous les sens, et ça va déjà suffire si on n'a pas de restriction de mobilité. Et après, la musculation bien faite, en choisissant les bons exercices, en s'échauffant comme il faut, c'est-à-dire en s'activant, même si je ne conseille pas pour beaucoup, par exemple, de faire des shrugs pour les trapèzes supérieurs, parce que souvent, ça fait compétition avec les deltoïdes, et donc après, on a moins d'épaules. Dès qu'on a une élévation, on fait ça, surtout si on a le trapèze qui est vachement long, le faisceau supérieur. Il n'empêche qu'à l'échauffement, ça peut très bien se faire. Hop, hop. Je crois que j'ai déjà montré de nombreuses fois mon échauffement justement sur des vidéos d'entraînement, donc vous pouvez vous en inspirer, et vous verrez que, du moins sur les exercices, après on est plus libre. Le but de l'échauffement, c'est d'ailleurs ça, c'est d'augmenter la mobilité, c'est-à-dire la souplesse active par une meilleure utilisation de nos muscles, on va dire ça comme ça. Donc voilà, Valentin, j'espère que j'ai été assez clair pour tes questions. Je rappelle que si vous êtes intéressé pour poser vos questions, et d'ailleurs je vous encourage vivement, je mets un lien pour me contacter directement dans la description de la vidéo, et c'est avec plaisir que j'y réponds. D'ailleurs à ce sujet, j'ai une excellente nouvelle pour ceux qui sont d'Annecy ou proches d'Annecy, notamment sur Ballaison. En effet, comme vous le savez, j'adore transmettre ce que j'ai appris. J'ai fait au fil des années de nombreuses formations en ligne, dont notamment la formation Super Physique, qui est ma formation la plus complète, qui a nécessité 3 ans de travail hebdomadaire. Donc c'est vraiment mon projet le plus abouti. Pareil, je mets un lien pour ceux qui veulent les voir dans la description. J'ai fait pas mal de formations donc, en ligne, de livres en ligne, également de livres physiques que je vous envoie. Et ça fait quelques années que j'avais dans l'idée d'intégrer une formation en présentiel pour donner des cours justement à ceux qui voulaient devenir coach sportif, d'apporter mon expérience, mon expertise sur le sujet. Et après moult discussions, ça va se faire l'année prochaine au sein d'un BPGEPS qui est plutôt qualitatif, puisque je connais tous les intervenants de la partie musculation en qui j'ai assez confiance pour transmettre. Donc le nom de l'école s'appelle Sport Léman. Il y a, ce coup-ci, c'est pas une technique marketing pourrie que certains utilisent, mais il y a seulement 20 places. Donc 20 places sur le site d'Annecy et 20 places sur le site de Ballaison, à savoir que je m'occuperai de toute la partie musculation et que je vais vous transmettre donc de manière présentielle, donc vous aurez le droit à mes super blagues, on va bien rigoler ensemble, en plus d'apprendre, comme vous le savez, ma spécialité c'est la morphoanatomie. Pour moi, tout part de là, l'analyse morpho-anatomique. Donc apprendre à analyser des gens, construire un programme en rapport, comment progresser. Alors je ne pourrais pas vous apprendre tout ce que je sais parce que en BPGEPS, il y a un nombre d'heures limité. Mais en tout cas, tout ce qui est pour moi les bases et qui va sans doute vous aider grandement à devenir un bon coach par la suite. Donc c'est une bonne expérience, car c'est quelque chose que je voulais faire. Et donc ça va se faire l'année prochaine, donc c'est Sport Léman. S'il y en a qui sont intéressés, donc je rappelle, il n'y a que 20 places à Annecy et 20 places à Ballaison, donc 40 places. Donc ne traînez pas si vous êtes intéressés. C'est pour la rentrée de septembre, il y a des tests préalables qui ne sont pas très compliqués à faire. Et si vous me suivez, c'est que vous êtes déjà dans le milieu de la muscu depuis un petit moment. Normalement, vous êtes intéressés. Donc c'est sans doute que, et je dis aussi ça pour avoir des élèves motivés, car ça m'importe. Le but, c'est encore une fois, c'est qu'on avance ensemble. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter et je vous mettrai en relation directement avec l'école pour que vous puissiez passer un entretien, parce qu'effectivement, on va, entre guillemets, c'est pas moi, mais l'école, et notamment ceux qui vont passer l'entretien, Patrick et Nico, vont s'assurer que vous êtes vraiment motivés et que vous êtes là où vous souhaitez être pour que tout le monde soit content et qu'on avance ensemble. Donc voilà, c'est, je trouve une bonne nouvelle, du moins pour moi, et j'espère que certains d'entre vous rejoindront la formation pour qu'on avance ensemble. Comme je disais, même les autres formateurs, notamment sur la partie haltéro, sur la partie anatomie, la partie holistique aussi, j'aime bien cette partie-là parce que c'est un de mes anciens élèves qui est devenu spécialiste un peu de tout ça, qui vont donner les cours de cette partie musculation, et donc ça risque d'être extrêmement intéressant. La qualité d'un BPGEPS tient justement à la qualité de ses formateurs, donc je pense que là vous ne serez pas déçus si ça vous intéresse, tout en sachant que le BPGEPS n'est que le départ, bien évidemment, pour devenir coach, même si j'essaierai de vous apporter le plus possible avec ce nombre d'heures limité. Mais on va quand même se voir pas mal. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je rappelle que tous les liens de ce dont on a parlé sont dans la description.
Les questions, je le redis, c'est important, n'hésitez pas, vraiment, ces vidéos n'existent que parce que vous avez des questions. La question de Valentin, j'ai trouvé était hyper intéressante. De rigueur, le pouce bleu, le commentaire, un petit remerciement, ça fait toujours plaisir. Et vous avez d'autres questions, des choses que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je lis tous les commentaires, même si je n'y réponds pas forcément. Je regarde vraiment tout pour essayer de m'améliorer, on va dire, qu'on fasse un meilleur travail ensemble. Et si cette vidéo vous a plu, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réponse à vos questions. Allez, à la semaine prochaine, salut!